Bonjour, bonsoir, sur internet on sait pas trop. Bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous, comme vous êtes, là où vous en êtes. Mais il me semble tout de même opportun de vous signaler que ce podcast est fort en émotion et en intensité. Qu'il contient des situations, des paroles, susceptibles d'heurter votre sensibilité. L'artiste aura fait tout son possible pour vous accompagner au mieux tout au long de cette expérience, en vous partageant notamment des techniques de régulation émotionnelle. Si toutefois la charge émotionnelle devenait trop forte, vous êtes en mesure de mettre pause, stop, de quitter la page, de ne plus jamais y revenir, sans autre préoccupation que vous-même. C'est vous la plus importante, le plus important. Après avoir éteint vos téléphones portables, je vous invite à fermer les yeux et à vous mettre en lien avec votre respiration. Je vous propose d'inspirer sur 5 secondes et d'expirer sur 5 secondes et de recommencer pendant 5 minutes. Pour nous mettre ainsi en lien du mieux que nous pouvons avec notre corps, les endroits bloqués, douloureux, et aussi les espaces fluides, légers. Et aussi et surtout, nous mettre en lien avec ce qui est vivant en nous. Nos pensées, nos préoccupations, nos émotions. Toutes ces zones blessées qui ont besoin de recevoir votre attention bienveillante pour vivre au mieux cette expérience. Bonne écoute. Merci d'écouter ce podcast et de vous intéresser à ce que la bête a à vous dire. Après mon dernier spectacle, Je suis une merveille, ma nouvelle création. Je suis un pervers narcissique. Et croyez-moi que je suis désolé pour ce titre. J'ai pas vraiment choisi. En fait, il s'est imposé à moi comme une évidence. Et je sais que ces deux mots font appel à de la souffrance, à de la peur. En tout cas, c'est vrai pour moi. Et peut-être que ça l'est encore plus pour vous. Alors, comme j'ai envie de prendre soin de moi et de vous, je vous propose d'abord, dans un premier temps, qu'on fasse circuler toute cette peur. Et pour ce faire, je vous propose de vous montrer une technique de décharge émotionnelle qui m'a été enseignée par un maître youtubeur, un chaman. Je vous explique comment on fait et après on le fera ensemble. Donc l'idée c'est d'inspirer la peur avec ses mains jusque la bouche. Ensuite de faire bouger tout son corps en tirant la langue et en sortant un son. Et ensuite de prendre une grande inspiration en mettant ses mains en l'air en croix. Voilà. Vous pouvez vous lever et le faire avec moi. Encore 2 fois.
Ça fait du bien, hein? Bon, bah voilà. On va pouvoir commencer. Ouh là là, attends, comment c'est quoi là? J'ai pas bien suivi. Tu comptes réellement déclarer et assumer devant des milliers d'auditrices et d'auditeurs que tu es toi, réellement, un pervers narcissique? Ben oui. Mais t'es complètement dingue! T'as conscience que tu vas pourrir ta réputation? Ah, bah là, la peur est revenue. Sauf si je me plante complètement et que c'est déjà ce que pensent de toi la plupart des gens. Et dans ce cas, en faisant ça, tu vas faire que les valider. Du coup, ils se sentiront compris, rejoints, apaisés. Ah ouais, c'est bon ça. Ouais, c'est pas la peine de te prendre la tête, hein. De toute façon, que ça soit un bien ou un mal, j'ai déjà pris ma décision. Je compte bien m'émanciper de cette prison qu'est la réputation. Je sais pas vous, mais moi j'en peux plus de faire tous les efforts du monde pour que les gens gardent de moi absolument une bonne image. Et tout ça en mettant de côté une quantité d'autres réalités qui sont pourtant nécessaires pour me relationner aux autres et en bonne intelligence. Et tout ça pourquoi? Dans quel but? Obtenir des avantages? Des privilèges? Une place? N'est-ce pas ce qu'on appelle communément de la manipulation? Mais je vais vous dire même mieux. Pour moi, la réputation pourrait être le berceau de la perversion narcissique. C'est pour ça que, dès à présent, ma réputation, je t'emmerde. Enfin, c'est trop dommage. Tu as pensé à tous ces gens que tu pourrais inspirer, guider par ta lumière, ton aura? Pourquoi mettre le focus sur le négatif? T'es en train de tout gâcher. Pour toi, je suis en train de tout gâcher. Parce que dans ce podcast, je peux vous le dire, sans trembler, je suis un pervers narcissique. Mais non, je ne vais pas moi-même me stigmatiser d'une manière aussi bête. Bah, non, ce n'est pas ce que je suis. Je suis une merveille. Oui. Je suis un pervers narcissique. Non. Et par contre, je pourrais dire d'une manière un peu plus intelligente que j'ai des parts de moi et des espaces en moi qui correspondent à ce qu'un certain nombre de gens semblent être d'accord pour y mettre l'étiquette de pervers narcissique. Et d'ailleurs, je vais varier un peu, hein, parce que c'est quand même deux mots qui sont plutôt chargés et que je vais beaucoup répéter. Du coup, je vais aussi utiliser l'acronyme de pervers narcissique, PN. Et permettez-moi de le prononcer peine. Je trouve ça joli. Et ce qui est sûr, c'est que autant le peine que sa victime peine. Et je ne parle pas de l'homme politique très controversé. Hein. Encore que ça marcherait aussi. Non, va falloir suivre. Donc, le peine, peine. Et j'en sais quelque chose, hein, puisque je porte ça en moi. Excusez-moi de vous interrompre, mais c'est assez grave comme déclaration que vous faites là. Et vous semblez le dire à la légère. Il y a pourtant de vrais pervers narcissiques qui font de véritables dégâts autour d'eux, et qui d'ailleurs seraient incapables de le reconnaître tel que vous venez de le faire. Vous avez vu des spécialistes? Un psychanalyste? Un psychiatre peut-être? Non. Alors, comment le savez-vous? Comment je le sais? La question est intéressante. Merci de l'avoir posée. Oui, alors là, on vient d'entendre un personnage spectateur. Voilà. Comme je sais que j'aborde un sujet lourd et que vous allez toutes et tous être traversés par des réactions que bien sûr vous allez réprimer, c'est ce qu'on fait habituellement dans la vie quotidienne. Et puis que de toute façon, vous ne pourrez pas réagir directement puisque vous êtes derrière votre écran et je ne suis pas avec vous. Et bien j'ai trouvé ça. Je vais faire intervenir plusieurs fois dans le podcast un personnage auditeur, voilà, qui pourra réagir à votre place. Un peu comme un porte-parole, une soupape, histoire de détendre un peu l'atmosphère. Et pour moi, c'est plus confortable parce que je sais ce qu'il va dire à l'avance, donc j'ai eu le temps de me préparer.
J'adorerais faire un podcast interactif, mais bon, j'ai pas les compétences, puis de toute façon j'ai quelques troubles qui m'en empêchent. Donc, comment je le sais ? Merci pour cette question pertinente. Eh bien, je le sais grâce à ma compagne, une amie, les gens qui m'entourent, les autres, vous. C'est les autres qui m'ont aidé à découvrir toute cette peine que j'ai en moi. Et en même temps, c'est assez récent. Bon, vous allez me dire, le concept est assez neuf. Enfin non, d'ailleurs peut-être que vous ne le savez pas. Mais c'est pas grave, je vais vous faire une petite conférence. Donc le terme de pervers narcissique, de perversion narcissique, nous vient de Paul-Claude Racamier, un psychanalyste franc-comtois, qui en 86 observe déjà une certaine forme de perversion. Mais ce n'est qu'en 92, dans son ouvrage Génie des origines, qu'il est question au chapitre 9 et 10 de Peine. Et il en parle ainsi. Le mouvement pervers narcissique, il parle bien de mouvement, se définit essentiellement comme une façon organisée de se défendre de toute douleur et contradiction interne, et de les expulser pour les faire couver ailleurs, tout en se survalorisant, tout cela aux dépens d'autrui. Ah oui, c'est bien moi. Mais il donne également, en 93, la définition concise suivante. Une organisation durable, caractérisée par la capacité à se mettre à l'abri des conflits internes, et en particulier du deuil, en se faisant valoir au détriment d'un objet manipulé, comme un ustensile ou un faire-valoir. C'est pas très valorisant. Mais encore une fois, je dois reconnaître que je me reconnais. Oui, attention ! Il dit également, je parle au singulier, mais je devrais parler au pluriel, c'est que la perversion narcissique est loin d'être une affaire individuelle. C'est une affaire collective. C'est drôlement intéressant, vous ne trouvez pas ? Je vous rassure, on va rester focus sur moi. Dommage. Enfin, comme tu voudras. Donc, et ce n'est qu'en 2012 que l'ouvrage est réédité sous le titre de Les perversions narcissiques. Voilà, donc on passe du chapitre 9 et 10 traitant de peine à la rebaptisation complète de l'ouvrage il y a un peu plus de 10 ans. Donc, avant mes 22 ans, je n'étais pas un pervers narcissique. Non. Et personne ne l'était d'ailleurs. Non, il y avait les psychopathes, schizophrènes, sociopathes, des mots qui ont l'inconvénient d'être un peu trop forts pour qu'on se permette de les coller sur le front du premier venu qui nous dérange. Avant 2012 donc, si une amie venait à votre rencontre pour se plaindre de son compagnon qui est selon elle un psychopathe, il y a fort à parier que vous lui répondiez « Oh, pas quand même, bon, t'exagères ». Aujourd'hui, si cette même amie revient vers vous pour se plaindre de nouveau, mais cette fois-ci de son nouveau compagnon qui est, d'après elle, un pervers narcissique, vous lui répondez du tac au tac. Oh, ça c'est sûr, il y en a de plus en plus, c'est dingue. Évolution des mœurs. Le terme pervers narcissique est comme une mise au goût du jour, une démocratisation tout au plus du terme psychopathe. D'ailleurs, ça me fait penser que j'avais justement envie de vous proposer une petite enquête sociologique. Est-ce que celles et ceux qui ont déjà eu l'inconvénient de recevoir sur eux l'étiquette de pervers narcissique pourraient laisser un petit commentaire ? Non, ne le faites pas, c'est beaucoup trop dangereux. Ou alors, vraiment, si vous sentez le courage. Parce que si vous tapez sur un moteur de recherche « Qu'est-ce qu'un pen ?» et que vous tombez sur une réponse qui vous dit que c'est un stylo, c'est que vous avez mal orthographié. En fait, c'est PN et non PEN. Bref, si vous l'avez écrit correctement, vous tombez sur des sites de santé qui ont l'air presque sérieux. Et si vous cliquez sur le deuxième, la clinique E-Santé, pervers narcissique, 13 signes pour les reconnaître, vous pourrez lire ceci au signe 7. Il a une réputation qui le précède. Le signe le plus évident, mais le moins pris au sérieux, son passé. Si vous rencontrez une personne, a priori bien constituée,
qui semble avoir de belles qualités et des valeurs semblables aux vôtres, et qui pourtant n'a pas bonne réputation, il est essentiel de prendre de la distance sur cette nouvelle rencontre, qu'elle soit amoureuse ou amicale. Pas facile, hein, après ça, de dévoiler sa peine aux autres. Et surtout, quand ce que les autres pensent de vous devient le signe le plus évident qui peut vous définir. Moi, je ne m'explique pas pourquoi ces deux mots sont autant chargés. Pourquoi ils génèrent autant de rage, de colère, de rancœur, de haine même. Parce que si on pose à plat ces deux mots, pervers et narcissique, pervers vient du latin perversus, qui veut dire renverser. Et la définition française dit qu'il est dans le sens inverse de son sens habituel. À l'envers, quoi. Est-ce que l'envers est si mauvais ? Une crème renversée, une tarte tatin, c'est très bon. Et si je mets à l'envers mon vélo, c'est pour le réparer. Et si je mets le pain à l'envers sur la table, quel est le problème ? Oui, bon, je sais, c'est le pain du bourreau. Et alors ? Qui sommes-nous pour juger du métier des autres ? Et puis, il n'y a pas de sous-métier. Il faut tout pour faire un monde. Et tous ces gens qui attendent avec impatience la fin de la semaine pour pouvoir se mettre à l'envers, et même s'ils le regrettent à la fin du week-end, ils recommencent le week-end suivant. Et le second degré, dire une chose pour en dire une autre. L'ironie, dire l'inverse de ce qui est vrai, ou de ce que l'on pense. C'est de la perversion, ça. Et pourtant, vous l'entendrez partout, c'est utilisé par la majorité des gens sans que ça ne pose de problème à personne. Ou presque. Oui, parce que mon père m'a cassé les couilles toute ma vie, à rétorquer derrière la moindre de mes blagues. Tu sais que l'ironie, c'est pervers. Prends soin de ta parole. Voilà. Vous avez devant vous la preuve vivante que l'éducation n'a aucun effet. Voire l'effet inverse. Mais alors, ne faudrait-il pas ne pas éduquer du tout ? Enfin bref, tout ça pour dire que l'humour d'aujourd'hui, les beuveries du week-end ou les pâtisseries sont notre lot quotidien. Voilà, j'en ai fini pour la démonstration de ce mot. Excusez-moi, mais vous avez démontré quoi exactement là ? Eh bien, que le mot pervers, dans sa racine latine et dans la plupart de ses utilisations quotidiennes, n'a rien de mauvais en soi. Ah, mais c'est suffisant ça pour comparer avec le vrai pervers narcissique ? Écoutez, on va pas jouer longtemps à ce petit jeu, hein. C'est ma conférence, que je sache. Donc je vous demande s'il vous plaît de rester tranquille et d'éventuellement d'écrire un commentaire ou d'aller carrément voir l'artiste en spectacle pour lui parler directement. Hein, nous sommes d'accord ? C'est que l'auteur de ce spectacle m'a dit que je pouvais réagir à n'importe quel moment. Au diable les singeries de troubadour, hein ? Non. Il y a le divertissement et l'exactitude de la science. Je vous en prie. Donc, je poursuis avec le terme narcissique, qui nous vient du prénom Narcisse, lui-même issu du grec. Selon le mythe, Narcisse est un jeune homme tellement beau qu'au cours d'une promenade de santé et pris par une soif soudaine, tombe éperdument amoureux de son image, reflétée par la surface de l'eau. N'est-ce pas poétique ? Oui, sans oublier que le mec meurt noyé dans l'histoire. Peu importe le sens des mots. Y a-t-il une chose au monde qui ait une existence en soi ? La carotte, par exemple. Est-elle chargée émotionnellement ? Bon, oui, peut-être pour des gens qui n'aiment pas ça, qui ont été forcés dans leur plus tendre enfance à en manger, par des parents qui ont prétexté que cela rendait aimable, ce qui est complètement ridicule puisque forcer quelqu'un à mettre quelque chose dans sa bouche, ça ne rend pas aimable, mais soumis. Et c'est ce qu'on appelle du viol. Excusez-moi, je sais pas ce qui m'a pris. Elle est peut-être plus chargée que ce que j'imaginais. Mais quand bien même, ça ne se fait pas d'alerter une amie sur le fait que son compagnon a un faible pour les carottes. Jamais vous n'avez entendu Corinne,
Je t'appelle parce que j'ai des choses pas très agréables à te partager. Ah bon? Mais bah, vas-y, je t'écoute. Oui, c'est à propos de Robert. J'ai entendu dire que il avait un goût prononcé pour les carottes. Ça c'est sûr, hein. Dis-toi qu'à midi, j'ai fait un énorme saladier de carottes râpées. Je pensais qu'il m'en resterait pour le soir et il a tout bouffé. Non mais, t'es insupportable! Pourquoi tu refuses de voir la vérité en face? Corinne, c'est toi la victime. Et quand bien même, la carotte peut causer la mort. Et oui, un petit bout de carotte qui reste coincé. Et c'est la mort d'Asphyxie. Et pourtant, il ne viendrait à l'idée de personne de le reprocher à la carotte. Ok. Merci le conférencier. Je suis désolé, hein, En fait, c'est une part de moi qui est tellement démunie avec les émotions que quand il y est confronté, il élabore des théories et des concepts. Il y a quelque chose qui te fait peur? Mais, non, pas du tout. J'étais simplement en train d'expliquer au public que... Non mais, maintenant que j'ai nommé les choses, peut-être que tu peux lâcher prise. Mais bah, évidemment, j'ai peur. À commencer par ton titre, là. Je suis un pervers narcissique. Non mais t'es sérieux? C'est quoi le prochain spectacle? Je suis un pédophile? Bah, j'ai sûrement des parts de moi et des espaces en moi. Oui, non, bon, ça va! Tu peux pas donner une image aussi pourrie de toi-même! Et encore moins sur internet! Enfin, de là à vouloir faire croire aux gens que je suis aussi inoffensif qu'une carotte, c'est un peu exagéré, non? Ah oui, t'es marrant, toi. Et comment je fais alors pour te défendre de l'exclusion, du désamour, de la désapprobation? Je suis bien obligé de faire quelque chose. Alors oui, je m'agite, je fais peut-être n'importe quoi, mais tu sais comme ça me coûte, comme tout ça me fatigue. Et oui, je sais bien que tu te donnes beaucoup de mal pour moi. Et puis, j'ai conscience que tes intentions sont bienveillantes. Mais tu vois, si je fais le bilan de ces 34 années, bah, je suis pas sûr que ça marche ton truc. Et j'ai même plutôt l'impression que ça fait l'inverse. Alors je sais pas, est-ce que tu pourrais pas te décaler, hein, histoire qu'on puisse vivre autre chose avec les auditeurs? Comment ça? Tu veux que je m'en aille? Non, juste te décaler un peu. De me faire confiance. Tu restes un peu en silence, quoi. En silence? Bon, d'accord. Mais je pourrais pas juste leur lire le chapitre 9 et 10 des perversions narcissiques de... Non. Mais je comprends pas. Qu'est-ce qui fait que tu veux absolument laisser l'auditeur et l'auditrice dans l'ignorance? Non mais ça va pas te parler comme ça. Ah, on est sur internet là. Ah, parce que maintenant, monsieur se soucie de ce qu'on pense de lui. Non, c'est pas ça. C'est juste que je suis lassé de me relationner aux autres toujours de la même façon. À partir du savoir, de l'intellect, du concept et de la discussion théorique. Non, j'ai envie d'être à un autre endroit dans mes relations. Tu vois, quelque chose de plus vulnérable, plus sensible, de cœur à cœur. Tu vois? Ne bougez pas, hein. Je vais trouver une part qui sera capable de parler d'elle. Enfin, de nous. Enfin, je veux dire de moi. C'est compliqué ce podcast, hein. Bon. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui se sent? Oui. Et il y a moi. Très bien. Fais-toi entendre. N'aie pas peur. Tu es qui, toi? Je suis la part qui se sent mauvaise, coupable. Ah bah voilà, tout se clarifie. Ah, vous ne connaissez absolument rien au sujet en fait. Ah, s'il y a bien un élément fondamental auquel on reconnaît un pervers narcissique, c'est qu'il n'éprouve aucune culpabilité. Jamais, c'est impossible. Bien au contraire, il jouit de voir qu'il fait souffrir l'autre. Ah, enfin monsieur, et la sagesse populaire alors? Ouais, une hirondelle ne fait pas le printemps. L'habit ne fait pas le moine. Méfiez-vous des apparences. Ce n'est pas parce que vous ne voyez ni n'entendez la culpabilité qu'elle n'est pas là.
En chaque homme et en chaque femme se joue le théâtre d'un tribunal. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Faites entrer l'accusé. J'appelle à la barre le plaignant. C'est moi, le plaignant, votre honneur. Comment ça? Vous? Vous portez plainte contre vous-même? En quelque sorte, oui. Ça ne s'est jamais vu dans l'enceinte d'un tribunal. Nous sommes dans ma tête, hein, donc tout est possible. Attention, mon garçon. Veillez à ne pas entacher les lettres de noblesse du droit français par vos petites mesquineries de saltimbanque. Ah non, ce n'est absolument pas mon intention. Hein. Bien au contraire. Si je choisis de m'exprimer dans cette atmosphère de salle d'audience, c'est avant tout pour mettre du poids à mon propos. Je me constitue partie civile et parlerai au nom des parts de celles et ceux qui ont osé s'exprimer à son propos. Et pour tous ceux et ceux qui n'ont pas osé. Cet homme, votre honneur, est coupable de faire du mal par ses comportements. Il manipule, il ment, il joue double jeu. Il prend du pouvoir sur les autres et en retire satisfaction. Il inonde les autres d'attaques, de reproches, sans en avoir l'air. Et par tous ses actes, sabote et empêche le bon épanouissement de celles et ceux qui l'entourent. Pour vous donner un exemple, votre honneur, il a savamment ingurgité une quantité de méthodes et de théories telles que la communication non violente, dont il se sert pour déguiser les reproches et les attaques qu'il fait aux autres. Lorsque vous recevez par exemple une charge émotionnelle de sa part, enrobée de belles tournures de phrases certifiées conformes, vous ressentez bien la charge, mais rien dans le discours ne vous permet d'identifier l'agressivité du propos. Alors, vous pensez être parano, l'imagination trop débordante, trop susceptible, ou vous allez même jusqu'à remettre en question votre propre santé mentale. Et encore, dans un autre registre, avec sa compagne, lorsque cet énergumène a besoin de se soulager de cet état d'âme, eh bien, il n'hésite pas à manipuler celle qu'il aime pour lui soutirer un peu de sexe. Oui, votre honneur, par un chantage affectif subtil et bien orchestré. Hop, une petite pipe. Et vas-y que je t'écarte les cuisses, ou carrément que je te prenne dans ton sommeil. Objection, votre honneur. Silence! J'aimerais notifier à mon éminent collègue qu'il s'adresse actuellement à des consommateurs de vidéos sur le net, et non à une véritable cour. Ce ne sont que les faits, cher maître. Et seule la vérité nous libérera, toutes et tous, ainsi que votre client. Je poursuis donc, si vous le voulez bien, avec les relations que monsieur entretient avec ses amis, et notamment l'une d'entre elles, la plus ancienne, qu'il aime beaucoup. Eh bien, il n'hésite pas à prendre le pouvoir ou le dessus sur elle lorsqu'il se sent trop pris par la peur ou par l'inconfort. D'une manière subtile, bien orchestrée, invisible, par la force de son intelligence et de son charisme, avec des argumentations qui n'en finissent plus. Bon, brillantes, hein, je ne l'enlèverai pas, mais qui ont pour conséquence de plonger son ami dans la confusion la plus totale. C'est pourquoi, votre honneur, elle a dû faire le choix, difficile, douloureux, de le mettre à distance pendant 2 longues années. Et bien que leur lien se soit renoué aujourd'hui, la confiance y est d'autant plus fragile et rare. Je pose la question aux auditeurs et aux auditrices. Peut-on faire confiance en un tel individu, pour qui seul importe sa seule existence? Un individu qui ne recule devant aucune stratégie pour soutirer à l'autre ce qu'il en veut. Des faveurs sexuelles, des services, de la valorisation, et j'en passe. Pas la peine d'aller plus loin, vous m'aurez compris. Vous êtes dur avec vous-même, mon garçon. Néanmoins, je salue votre exposé et vous remercie d'avoir été clair et concis. Merci, votre honneur. J'appelle à la barre l'accusé.
Monsieur, reconnaissez-vous les faits? Oui, oui, je reconnais les faits. J'ai conscience que mes comportements font souffrir et qu'ils ont un impact négatif sur les autres. Mais vous savez, c'est au-delà de mes forces. Moi-même, je suis otage de cette condition. Que vous décidiez d'une peine de prison ou non, j'y demeure déjà, dans la peine, et depuis de longues années. Psst. Psst. Quoi? Tu vois ce qui se passe? Ben non, dis-moi toi. C'est typique du pervers narcissique. Alors même que c'est lui le coupable, il retourne la culpabilité sur l'autre et revendique son statut de victime. Et attend en plus de ça que l'on s'apitoie sur son sort. Si c'est pas obscène. Et tout ça, ce n'est qu'une manière de manipuler pour se détourner de sa véritable culpabilité. Votre honneur, entendez-vous les rumeurs qui nous viennent de l'Assemblée? Ne serait-il pas accordé à mon client la présomption d'innocence du fait de sa peine? Pire encore, par de tels propos, il se retrouve déshumanisé, privé de son droit d'être reconnu dans sa souffrance, dans sa complexité. Et permettez-moi de mettre en lumière les graves procès d'intention qui se cachent à peine derrière ce genre de discours. Qui peut affirmer avec certitude ce qui est décidé librement par mon client, en son âme et conscience? Ne peut être déclaré coupable qu'une personne qui est reconnue avoir agi dans l'intention délibérée de faire du mal. Et je vous pose la question. Qu'est-ce qui agit une personne quand elle agit? Freud ne disait-il pas lui-même « Le moi n'est pas maître en sa propre demeure ». Nous sommes grés, cher maître, de nous faire profiter de votre talent d'orateur et de votre intelligence, mais votre client a reconnu les faits. Plaidez-vous donc coupable? Oui, je plaide coupable. Objection, votre honneur! Qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi faire maintenant. Je demande à ce que la déclaration de mon client soit retirée. Vous demandez à la part coupable si elle se sent coupable. Mais évidemment qu'elle se sent coupable. Mais nous ne plaiderons pas la culpabilité. Non. Nous plaiderons la responsabilité. Oui, mon client est responsable de porter ce masque. Mais peut-on faire de lui un coupable alors qu'il s'est démené du mieux qu'il pouvait pour se défaire de sa souffrance? C'est une tentative désespérée, maladroite, j'en conviens, mais faite des mains d'un petit enfant, et qui ne l'a jamais décidé en conscience, et dans un contexte de souffrance. N'est-ce pas de la légitime défense quand on arrive dans ce monde du manque d'amour? Mais oui, il est responsable. Parce que c'est un adulte, et qu'aujourd'hui il pourrait trouver les ressources pour se défaire de son fardeau. Mais, de nos jours, que pourrait-il faire de mieux? Où est l'amour dans cette société française? Peut-il réellement montrer à la lumière du monde ce qu'il y a de pire en lui, sans risquer de se voir détruit socialement? Personne ne guérit, caché, et encore moins sans amour. Et quand bien même, ne faudrait-il guérir que mon client? Tout n'est-il pas entaché de perversion ici-bas? Les relations sociales, professionnelles, affectives, amoureuses, les médias, l'humour, la politique. Votre honneur, voyez notre président. N'est-ce pas la caricature parfaite du sociopathe? Et c'est lui qui nous représente, toutes et tous. Non, nous ne pouvons pas décemment faire le procès d'un homme sans faire le procès d'un monde. Parlons des mères. Ces mères qui se séparent de leurs compagnons parce qu'ils ont de la peine et qui jouent avec leurs enfants de la même musique, la musique de la non-responsabilité, en usant sur eux d'un chantage affectif qui les incite à se couper d'eux-mêmes et à se construire à leur tour un masque de complaisance. Ce qui feront d'elles et d'eux ces femmes et ces hommes de qui l'on s'éloigne pour se protéger. Ces mères sont-elles coupables? Non, bien sûr que non. Elles font ce qu'elles peuvent, de leur mieux, avec ce qu'elles ont reçu, avec ce qu'elles reçoivent aujourd'hui encore. Comme vous, comme moi, comme lui.
Alors, nous portons tous et toutes un masque, avec des expressions différentes. Certains et certaines disent du mien que c'est un masque de peine. Je suis d'accord avec eux. Mais qu'est-ce que c'est, un masque de peine ? Eh bien, c'est le bricolage en carton d'un enfant qui n'a pas été aimé comme il est. Dans ses élans de vie, dans sa pleine existence, son intensité, son exubérance. Et qui en plus de ça, était soumis par ses parents, ses professeurs, la société tout entière, à des attentes aliénantes et des exigences étouffantes. Et c'est mon cas. Enfin, c'est ce que je me raconte parce que je n'ai quasiment aucun souvenir de mon enfance. Et il paraît que c'est pas très bon signe. Mais il me reste quand même quelques événements clés qui me permettent de vous parler ainsi. Notamment ma rentrée au collège. Et on a toutes et tous vécu la violence de cette expérience. Je suis en classe de 6e, je rentre chez moi. Il fait un temps magnifique. Le ciel est bleu, le soleil brille. Et pourtant, à l'intérieur de moi, c'est la tempête. J'ai le cœur lourd, les pieds aussi. Je monte péniblement l'escalier en pierre. Je lâche mon sac, lourd comme un cheval mort. Et je m'assois au plus près de ma mère. Et je lui dis... Putain, maman, j'en peux plus. J'en peux plus de cette prof principale. C'est une vraie connasse. Une emmerdeuse, une raclure. Je veux qu'elle crève. C'est elle ou moi, maman, je te jure. Bon, bien sûr, à l'époque, j'étais bien éduqué, et bien plus poli. Et j'en profite d'être adulte et dans mon libre espace d'expression pour vivre un peu de cette colère qui m'était interdite à l'époque. Parce que si je partage ma détresse à ma mère, c'est pour qu'elle l'accueille. Et au lieu de ça, elle me répond... Écoute, Thomas, essaye de voir le positif chez tes professeurs. Elle aurait pu aussi me dire... Je suis désolé, je peux pas écrire ce que tu me dis là. Non, ça vient trop appuyer sur mes blessures et c'est insupportable pour moi. Si tu veux que je t'accueille, il faut que tu fasses des efforts, que tu sois plus positif, plus satisfait de ta vie. Ne viens pas appuyer sur ces parts de moi qui hurlent et se débattent, bâillonnés et refoulés dans mes tréfonds. Que ma vie à moi aussi, c'est de la merde, mon petit gars. Mais ça, elle ne pouvait pas me le dire. Et c'est bien dommage. Parce que ça a ouvert un espace de compassion en moi, pour elle. Et puis surtout, ça m'aurait permis de remettre en question cette croyance que ma mère était en mesure d'accueillir ma détresse. Et dans ce cas, j'aurais pu me reposer sur d'autres, ou me reposer sur moi-même. J'en ai beaucoup voulu à ma mère. Et aujourd'hui, je suis papa. Et je reproduis ce schéma encore et encore. Donc maman, je te demande pardon. Et je t'honore d'avoir laissé passer la vie à travers toi et d'avoir fait de ton mieux. Mais dans ton mieux, tu m'as ôté des compétences fondamentales. Celle d'être traversé par mes émotions, mes ressentis, de les ressentir pleinement et de pouvoir les partager. Quand j'étais petit, je savais faire. Et que faisaient mes parents pour me soutenir dans ma détresse ? Hop, ils m'enjambaient. Et c'est pourtant pas faute d'avoir choisi l'endroit le plus stratégique, l'entrée, l'accès à la cuisine, la salle de bain, le salon, les chambres du haut, les chambres du bas, ils ne pouvaient pas passer à côté de moi. Ben non, ils passaient par-dessus. Et donc j'ai suivi l'exemple. Ouais, c'est ce que font les enfants. Je me comporte aujourd'hui avec moi-même de la même manière dont on s'est comporté avec moi par le passé. Avec cette part de moi qui est désespérée.
pourquoi ces choses arrivent à moi? Pourquoi? Hop, je m'enjambe. Et si je croise quelqu'un de désespéré, je m'arrête et je lui dis mais qu'est-ce qui se passe? Mais, tu es désespéré? Mais enfin, mais il le faut pas! Regarde comme la vie est belle! Et avec cette part de moi qui a peur. Putain, mais qu'est-ce qu'on va faire? On sait pas où aller vivre, on n'a plus d'argent, personne ne veut de nous, tout le monde nous rejette. Putain, mais ça va être quoi notre vie? Hop, je m'enjambe. Et je dis à ma compagne, mais tu te prends trop la tête, tout va bien se passer. Et puis tu surinterprètes, les gens nous aiment. Et rappelle-toi le 3e accord Toltec. Ne rien prendre personnellement. Et avec cette part de moi, qui a la haine, du mépris, au plus long point. Putain, mais je te déteste, va, espèce de connasse, mais va mourir, va, sale merde, va, sale race de femme. Hop, je m'enjambe. Et je dis à celles et ceux qui auront une autre stratégie pour se mettre à l'abri des conflits internes et de la douleur, et qui n'enjamberont pas cette part d'eux-mêmes, essayez de voir le positif. C'est n'importe quoi. Excusez-moi, mais vous voyez, vous vivez dans un monde où les gens passeraient leur temps à hurler, à se rouler par terre ou à passer leurs émotions sur les autres en permanence? Bah non, hein, ce serait tout bonnement invivable. Excusez-moi, je m'énerve, mais ce que vous reprochez à votre mère, c'est qu'elle vous a éduqué. Hein. Excusez-moi, mais l'éducation, c'est la base du vivre ensemble. C'est vrai, c'est effectivement ce qu'on appelle l'éducation. Et je me permets de vous dire que l'usage qui est fait de ce mot est, à mon sens, complètement pervers. Bah oui, parce que l'éducation, dans son sens noble, est bien dans le seul intérêt de l'enfant. Hein. Nous sommes d'accord. Mais alors, si l'adulte, le parent, le professeur, ôte à l'enfant des compétences affectives, émotionnelles, relationnelles, fondamentales pour sa vie d'adulte, alors il n'agit pas dans l'intérêt de l'enfant, mais dans le sien, seul, pour se mettre à l'abri des contradictions internes et de la douleur, comme le dit Paul Koudrakami, pour rester confortable. D'ailleurs, ça me fait penser à un autre épisode de ma vie qui se passait d'ailleurs aussi au collège, dans cette classe de 6e. Elle m'a laissé un sacré souvenir cette année, et vous allez comprendre pourquoi. Dans ma classe de 6e, il y avait 3 enfants un peu spéciaux. Bon, carrément spéciaux d'ailleurs. Il y en avait un qui était dit autiste surdoué. Ah, pour vous donner une idée, c'est un peu comme dans le film Rayman. Mais pas Tom Cruise, hein, l'autre. Il y avait une fille qui était atteinte de mucoviscidose et issue d'un milieu social très défavorisé. Et enfin un petit garçon qui avait l'étiquette de déficient mental. En fait, son développement cérébral s'était arrêté à l'âge de 3-4 ans. Bah, je peux vous dire qu'avec ces 3-là, en classe, c'était un sacré bordel. Ils hurlaient et riaient à gorge déployée. Et ils se levaient pour faire de grands gestes. Ils se renversaient leur cartable sur la tête quand c'était pas la poubelle. Enfin bref, ils avaient pour point commun de ne pas être très adaptés socialement. En tout cas, pas à l'ambiance carcérale d'une classe de 25 élèves. Et si seulement ma prof principale, dont je vous ai parlé tout à l'heure, avait eu l'intelligence de cœur de comprendre que ces 3 enfants n'étaient tout simplement pas en capacité de s'interdire les soupapes nécessaires pour leur système, et que d'ailleurs ils n'étaient pas les seuls à en avoir besoin. Au lieu de ça, elle m'avait valorisé auprès de ma mère dans un rendez-vous parent-prof, en faisant l'éloge de ma capacité de maîtrise et de self-control. Parce que, au même moment où mes 3 joyeux camarades déchargeaient allègrement l'attention, « Et Madame Bon !» Moi, je serrais mes poings sur ma table et ma bouche sur mon visage. Mais comme je vous comprends, Madame la professeure, que vous soyez contente que je sois bien éduqué, moi, et qu'ainsi je vous épargne de vos contradictions internes et de la douleur. Parce que
les contradictions internes et la douleur dans les milieux de l'enseignement, c'est pas ce qui manque. Je ne veux surtout pas rajouter de la tension aux enseignants qui en vivent déjà bien assez. Non, c'est l'éducation nationale qui est un univers de peine. Il y a de la perversion à prétendre défendre des valeurs quand le contexte de travail est une machine à produire l'inverse. Ils font la publicité de leurs belles valeurs, telles que la coopération, et mettent les enfants dans des situations de compétition et de comparaison quasi permanentes. Ils portent au nu leur sacro-saint esprit critique et soumettent les élèves à la dictature de la seule bonne réponse, entraînant ainsi mécaniquement la construction d'une pensée unique. Et enfin, ils se congratulent de former des individus libres et égaux et ne font que dresser 99% de la population à devenir de bons ouvriers et salariés esclaves, et 1% à devenir de bons maîtres. Alors, vous pouvez être rassuré, monsieur, grâce à l'école, le monde dont vous parlez n'existera pas. D'ailleurs, moi-même, je ne souhaite pas qu'il existe. Non, je souhaite revenir à un équilibre. Et pour trouver l'équilibre, j'ai rien trouvé de mieux que le couple. Ma compagne, dans son enfance, était une terrible. Mais d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je parle au passé. Elle a le droit, elle, à la colère, l'agressivité, le jugement, la déception, la vulgarité, la fange. Elle porte un autre masque. Nous sommes faits pour nous entendre. Nous allons même parfaitement ensemble, si et seulement si nous acceptons que c'est dans le but de détruire mutuellement nos fausses personnalités. J'ai souvent entendu des gens me dire qu'ils ont été en couple avec des peines qui les ont détruites. Mais qu'est-ce qu'ils ont détruit exactement ? Moi, je me suis construit selon un programme où pour être aimé, je dois me conformer à un modèle de valeurs qui exclut la réalité de la condition humaine. La plupart des choses qui vivent en moi, comme la peur, le doute, la rage, l'envie, la colère, la libido, la jalousie, le jugement, la haine, le mépris, le dégoût, la déception, la rancœur, ne peuvent pas et ne doivent pas avoir leur place. Hop, je les enjambe. Et je reste souriant, disponible, à l'écoute. C'est dans ces moments que ma compagne, qui est pour moi une guérisseuse de la foudre, avec toute la subtilité et la sagesse de cet élément, me dit « Mais t'es un putain de menteur ». Bon, je ne vous fais pas dans l'intensité d'origine, peut-être vous l'aurez compris. J'essaye d'épargner un peu vos systèmes nerveux autonomes qui sont peut-être déjà bien impactés. Et au début de notre relation, je me battais corps et âme pour lui faire entendre que non, bien sûr que non, je ne suis pas un menteur, je t'écoute, j'ai confiance, je t'aime, et patati et patata, et ça a duré des heures et des heures de guerre chaude. Oui, parce que j'ai entendu dire que certains et certaines d'entre vous vivaient des guerres froides, où rien ne se dit, pas un mot, pas un bruit, pendant des jours, des semaines parfois. Ça ressemblerait presque à de la paix, mais ce n'en est rien. Nous, dans notre couple, nous luttons vaillamment pour défendre nos constructions fortifiées, masque contre masque. Mais tu vois bien que c'est mon vrai visage. Pourquoi cherches-tu à voir derrière ? Tu n'es qu'une folle. Sauf que mon masque est en carton, pirouette, cacahuète. Sauf que mon masque est en carton. Face à la foudre, se change en poudre. Face à la foudre, se change en poudre. Pour ça qu'aujourd'hui, je lui réponds « Oui, c'est vrai, je suis un putain de menteur. » Ah oui, c'est la vérité, hein. Enfin, avec la méchanceté. Donc ce n'est plus vraiment la vérité. Avec de l'amour pour moi-même, je pourrais dire que j'ai des parts de moi et des espaces en moi qui utilisent le mensonge pour arriver à leur fin. Pour me protéger, par exemple, parce que je me sens attaqué. Mais ce n'est jamais, au grand jamais, pour faire du mal à l'autre. Mais j'entends aujourd'hui que mon histoire, ma vie intra-utérine, mon enfance, mes vies antérieures, l'alignement des planètes, m'amènent à être construit tel que je suis.
Et tel que je suis construit, certains, certaines, y voient de la peine, de la perversion narcissique. Soit, je n'ai plus envie de me battre. Je dépose les armes, mes armures, mon masque. Je renonce à la lutte. Cette lutte qui consiste à mettre toute mon énergie, tout mon pouvoir, à vous faire croire à la même histoire que je me raconte à moi-même, que je suis une bonne personne. Et tout ça pourquoi ? Pour que vous m'aimiez ? Mais êtes-vous seulement capable d'aimer ? Toute cette énergie en vain ? Et puis, de toute façon, je me bats pour défendre un royaume dont je suis moi-même le prisonnier. Est-ce que c'est pas franchement pervers ? Mais complètement ! Alors, si je ne coche pas toutes les cases qui font pour vous une bonne personne, tant pis. Ah ! Me voilà libre ! Je crois qu'il est temps pour moi de prendre des vacances. Salut. En fait, je crois que c'est avec vous que j'ai envie de prendre des vacances. Bah oui, parce que j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour grandir. J'ai besoin de vous pour m'empêcher de me complaire encore dans mes mensonges, dans mes forteresses, mes masques. Et j'ai besoin de vous pour mes prochains spectacles. Je suis un obsédé sexuel. Je suis en couple. Je suis un dieu. Je suis un mauvais père. Je suis. Et puis surtout, j'ai besoin de vous pour recevoir l'affection et la tendresse dont j'ai tellement besoin pour vivre. Parce qu'on peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Et c'est mon cas d'ailleurs. Et des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non. 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 On ne le pourrait pas. Et quoi de mieux qu'une petite chanson pour vous susciter un peu de tendresse ? Parce que, même si je porte la peine en moi, et que je suis à peine capable d'être tendre, et que je vais sûrement vous blesser sans le vouloir, et d'ailleurs c'est peut-être déjà fait, et si c'est le cas, je vous demande pardon. Ah bah, ça c'est vraiment typique du pervers narcissique. Il demande tout le temps pardon, et recommence la minute d'après le même comportement. C'est vrai. Parce que je fais de mon mieux. Et même si ce masque reste fermement accroché à moi, j'ai le désir puissant de le retirer, un jour pour de bon, et de redevenir qui je suis vraiment, et de pouvoir m'offrir au monde, à ceux et celles qui pourront le recevoir. Chez ces gens-là, les gens comme moi, aimer rime avec se taire. On ne dit pas, on se cache à soi et à ceux à qui on veut plaire. On ne fait exister que le beau, le joyeux, le plaisant et l'acceptable. Comme pour dire, regardez, je suis bien, je suis heureux, je suis beau, je suis aimable. Tout à découvert, nous voilà orgueilleux, insupportables. Et l'autre à son tour, pour un peu d'amour, ne dit pas, ne dit rien, est-ce raisonnable ? Il nous prive à son tour du cadeau, de l'amour, d'un vrai lien indéfaisable, de ces liens qui résistent à toute météo imprévisible, immaîtrisable. Futile, et moi
bien jusqu'au jour où un silence trop lourd nous écrasera de représailles, où les mots se diront et laisseront sur la peau du cœur comme des entailles. Ils seront aussi lourds qu'un monument aux morts sur lequel, gravé à jamais, de funèbres phrases qu'on lit et qu'on honore, qui ne laissent que du regret. Et moi je voudrais facilement pouvoir te dire tous mes tourments, ce qui me fait souffrir, toutes mes tensions, mes maux de tête inutiles, tous mes penchants, mes fantasmes futiles. Et moi je ne peux pas, du moins je suis fait comme ça, comme mon père avant moi, comme son père avant lui, comme ton père à toi d'ailleurs, que ça te plaise ou pas, comme pour la plupart, voire pour tous mes amis. Et moi je ne peux pas, du moins je ne peux pas encore, comme mon père à moi, mon grand-père lui est mort. Peut-être pour ton père, mais ce serait étonnant. Et pour mes amis, ils ont encore le temps. J'ai beaucoup travaillé sur moi, dans des thérapies individuelles, de couple et de groupe. Dans cette intention brûlante de redevenir qui je suis, vraiment. Et d'être au monde, librement. Psst. Psst. Ah, quoi encore ? Mais c'est tout bonnement impossible. Par définition, le pervers narcissique ne peut pas se remettre en question. C'est impossible. Donc nécessairement, il refuse tout travail thérapeutique. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'on dit. Sauf si la manip, c'est de faire croire aux autres, comme à moi-même, que je suis une bonne personne parce que je fais de la thérapie. Et allez surtout pas vous imaginer qu'il n'y a pas de peine dans les milieux thérapeutiques ou spirituels. Ah non, c'est peut-être là où ils sont le plus nombreux. Et oui, c'est commode d'être un thérapeute ou un guide spirituel, puisque c'est les autres qu'on remet en question, et non plus soi-même. Pratique pour un pervers narcissique. Et ce n'est pas pour rien que la plupart des thérapeutes voient des pervers narcissiques partout. Bonjour. Bonjour. Je vous en prie, asseyez-vous. Je vous écoute. Eh bien, en ce moment, avec mon compagnon, c'est difficile. Ah, je vois. Vous êtes sûrement sous l'emprise d'un pervers narcissique. Ah bon, mais... Écoutez, avec tous les éléments que vous venez de m'apporter, je ne vois pas autre chose. Mes deux parents sont thérapeutes et catholiques. Mon père est même psychanalyste. Ma mère, instructrice en méditation. Ils sont tous les deux conseillers conjugaux et formateurs. Donc, dans ma construction, la thérapie, c'est bien. Et d'ailleurs, j'ai commencé très jeune, à l'âge de 21 ans déjà, lorsque j'étais dans mon appartement à Bruxelles, tout seul, et que ma consommation de pornographie commençait un peu à entamer mon amour-propre. Bah oui, parce que la pornographie, c'est mal, et la thérapie, c'est bien. Donc, aussitôt, je prends mon téléphone pour appeler le CMP le plus proche de mon quartier, pour essayer de trouver un thérapeute pas cher, si possible gratuit, parce que en plus d'être un pervers narcissique, je suis un radin. D'ailleurs, c'est pas mal comme titre de spectacle, ça. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Il y a surtout un moment qui a été fondamental pour moi dans ce travail. Donc j'y allais pour un problème de pornographie ou d'estime de moi. Et à un moment donné, dans l'échange, le thérapeute me dit cette phrase. La phrase. Mais dites-moi, c'est quoi au juste le problème avec la pornographie ? Ah, moi je suis sidéré. D'où sort ce mec ? D'où il vient ? Où il vit pour ne pas savoir que la pornographie, c'est mal ? Alors, pour essayer de garder un peu de consistance, je bafouille... j'imagine que... je sais pas, c'est connu, non ?
Ah, je ne sais pas. Qui dit ça? Il m'a déconnecté. En quelques mots, cet homme a ouvert une brèche dans mon esprit. Celle que la pornographie ne serait pas, par essence, dans l'absolu, une mauvaise chose, mais juste une chose. Ce qui a eu pour effet de baisser grandement ma culpabilité à regarder du porno, ce qui a du même coup, d'une manière assez mystérieuse, diminué drastiquement ma consommation de pornographie, et puis de me rendre compte que, en fait, la pornographie, ce n'est pas mal, c'est juste de la merde, inintéressant au possible. Psst. Psst. Ah, tu me fais chier à me parler pendant ce podcast. T'as qu'à laisser un commentaire ou aller le voir en spectacle pour lui parler à lui directement. Non mais ça va pas bien de t'énerver comme ça là. C'était juste pour te dire que ce mec-là c'est vraiment un pervers narcissique. Il noie le poisson, il détourne le sujet, il se raconte. Ah, puis il a un ego surdimensionné. Hein. Oui, c'est vrai que je me suis peut-être un peu perdu là. C'était plus là un passage d'un autre spectacle. Je suis un obsédé sexuel. Et oui, c'est vrai que je reconnais que mon ego énorme, hein, énorme. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est lui qui a une idée bien précise de comment il faut être pour être une bonne personne. Et qui met de côté toutes les parts qui ne correspondent pas à son plan. Est-ce que je pourrais juste exprimer quelque chose? Non mais tu t'entends geindre? Il est hors de question que tu parles à qui que ce soit avec cette voix ridicule. Allez, hop, dégage. Oh putain, je te jure, ce mec, si tu le croises, je défonce ta gueule, je te fais bouffer et tu montes dans ta chambre. Tu respires, tu réfléchis et tu descends quand tu es calmé. Allez, hop, dégage. Oh putain, j'ai vu une meuf, une putain de bombe, mais je te la trinque dans tous les sens. Non mais dis donc, c'est comme ça que je t'ai éduqué? Tu devrais avoir honte. T'es qu'un mauvais, un sale, un pervers. Allez hop, dégage. Il est insupportable. Il récupère tout. Il contrôle tout. Mais alors, pourquoi je lui laisse le pouvoir à ce dictateur si je ne suis pas d'accord avec lui? Eh bien, c'est justement parce que je suis d'accord avec lui. Et que toutes les parts qui ne lui semblent pas assez belles, assez légitimes à être manifestées, eh bien je ne les aime pas non plus. Et c'est comme ça que beaucoup de gens peuvent être très mal à l'aise en ma présence. Parce qu'ils sont en face d'une personne qui a l'air sympathique, inoffensive, autant qu'une carotte, et pourtant ressortent en eux quelque chose de tout à fait contradictoire, comme du rejet, de la peur, du dégoût. Mais ces personnes ne sont pas folles, bien au contraire. Elles ressentent très finement. Moi-même, j'ai beaucoup souffert de la non-congruence de mes parents et des adultes en général qui m'entouraient quand j'étais enfant. Ce qui a laissé en moi une grande insécurité et aussi un super pouvoir de les ressentir. Lorsque je suis en lien avec une personne qui, selon moi, ne manifeste pas ce qu'il se passe à l'intérieur, mon insécurité me presse d'aller enquêter pour découvrir la vérité. Et oui, c'est intrusif. Et c'est contre-productif même. La personne se referme un peu plus. Mais comment je fais, moi, avec cette insécurité qui m'oppresse? Eh bien, j'ai trouvé une voie. Et j'ai envie de vous partager les thérapies qui ont changé ma vie. Il s'agit de la thérapie IFS et relationnelle, avec la théorie polyvagale. Grâce à ce travail, j'ai pu aller à la rencontre de la plupart de mes parts, les comprendre, leur donner de l'amour du mieux que je pouvais. Et puis j'ai surtout compris que, en grande partie, mes réactions sont dues à un sentiment d'insécurité, parce que je crois vivre un danger. Alors quand ça m'arrive, je rentre en moi, et je vais à la rencontre de ce petit garçon, qui lui a vraiment vécu le traumatisme. Et je lui donne ce dont il a besoin, du mieux que je peux. De la considération, du crédit, une écoute gratuite. Et puis surtout, j'informe mon système que je suis en sécurité. Eh oh, c'est bon, tout va bien. Grâce à la thérapie IFS et relationnelle, avec la théorie polyvagale,
ma vie a été transformée. Ces informations sont contraires aux intérêts pharmaceutiques aussi, ne demandez surtout pas l'avis à votre médecin. C'est incroyable, hein, parce que la plupart des choses que je déteste vivre avec les autres, c'est exactement ce que je fais vivre aux autres. Comprenez-moi bien. Lorsque je vis une situation qui me fait souffrir, profondément, dans ma chair, dans mes entrailles, qui me met à terre, me met KO. Je devrais ressembler à ça? Eh bien non, je ressemble plutôt à ça. Droit comme un i, avec le petit sourire de la confiance. Ce n'est rien, va. Je te pardonne. Ah, pardonnez-moi, je crois qu'une autre part de moi voudrait s'exprimer. Alors, t'as pas réussi à la voir celle-là, hein? Autant contenir le psychopathe à l'intérieur de soi, c'est fatigant. Mais alors, être un psychopathe, c'est fatigant aussi, hein. Je suis désolé d'insister, mais c'est vraiment une idée que je voulais faire passer. Un peu comme une réparation. Ce que l'on voit à l'extérieur n'est bien souvent pas ce qu'il se passe à l'intérieur. C'est pour ça que, face à une personne comme moi, faites-vous confiance. Ne lâchez pas cette part de vous, en vous, qui sait, qui sent. C'est parce que vous abandonnez cette part de vous, par peur de déranger, que vous sombrez dans la confusion. Mais, bien sûr que vous allez déranger. Mais allez-y, dérangez, dérangez-moi. Bon, c'est sûr qu'après l'épisode de la tronçonneuse, c'est un peu dissuasif. Mais, un peu de courage, bon sang! Dérangez votre voisin, vos collègues, vos frères et sœurs, vos parents, vos compagnons, compagnes. Ils n'attendent que ça pour vivre des relations vraies, intenses, nourrissantes. Mais ne le faites pas pour les autres, hein. Faites-le pour vous. Pour retrouver votre axe, votre alignement, votre pouvoir. Parce que ce n'est pas des personnes comme moi qui vous coupent de ça en vous. C'est vous-même. Non mais qu'est-ce que tu fais, Thomas? Mais tu dérailles là! Ah, te voilà toi. Mais oui! Tu crois que les gens t'écoutent pour recevoir des conseils? Pour que tu leur fasses la morale? Non, non, les gens n'aiment pas ça! Oh là là, ça va être l'hécatombe ce podcast! En accès libre sur le net, putain! Attends, je suis pas d'accord avec toi, hein. Je connais plein de gens qui claquent un fric fou pour recevoir des conseils, et notamment de pervers narcissiques. Et là en plus, c'est gratuit. Non mais t'es un grand malade! Et d'abord, t'es qui, toi, hein? Pour proférer tes concepts, là, et tes déclarations choquantes? Bon, tu sais ce qu'on va faire? On va mettre en pratique ce que j'ai dit juste avant. On va faire une pause. Viens t'asseoir. Voilà. Je te propose d'inspirer sur 5 secondes et d'expirer sur 5 secondes. Ça, c'est la cohérence cardiaque. C'est ce qu'on a fait ensemble au début. C'est très puissant pour réguler le stress. Et bien plus qu'un anti-anxiolytique, hein. En plus, c'est gratuit et sans effet secondaire. Voilà, respire. Bon, peut-être que tu as bien senti que le contenu de ce podcast pouvait faire émerger des réactions chez les auditeurs, auditrices, et qu'ils et elles ne se manifestent pas. Et c'est pas grave, puisque de toute façon, elles sont derrière leur écran, on n'est pas avec eux, donc tout va bien, on est en sécurité. Mais non! Bon, et du coup, qu'est-ce qui pourrait se passer? Eh bien, une personne qui a souffert d'être en relation avec un pervers narcissique comme toi pourrait se ruer sur moi et me poignarder! Ah oui. Bah écoute, je vais me renseigner. Est-ce qu'il y a parmi vous, auditeurs, auditrices, des personnes qui ont déjà souffert d'être en lien avec une peine? Enfin, une personne pervers narcissique, je veux dire. Vous pouvez laisser un petit commentaire. Et est-ce que parmi ces gens-là, il y a des gens qui sont traversés par des pensées de violence à mon égard? Et est-ce que certaines d'entre vous comptent passer à l'acte? Bon, bah écoute, de toute façon, on n'aura pas la réponse tout de suite, donc pour l'instant, là, on est en sécurité, tu peux te détendre. Mais non!
Bon, ok. Bon, tu sais ce qu'on va faire? On va faire une petite ronde de FT. Hein. C'est une pratique de libération émotionnelle très puissante aussi. Si j'avais pas ça dans ma vie quotidienne, j'aurais peut-être déjà tué mon fils et ma compagne plusieurs fois. Même si j'ai peur d'être agressé, je m'aime et je m'accepte profondément et complètement. Même si j'ai peur d'être jugé, de ne pas être satisfaisant, je m'aime et je m'accepte profondément et complètement. Même si j'ai peur d'être blacklisté, diffamé, lapidé, assassiné, séquestré, crucifié. Ouais, je dis ça parce que j'ai 33 ans. Hein. Je m'aime et je m'accepte profondément et complètement. Alors ? Ouais, c'est super puissant ton truc là. Voilà. Et ben vous pourrez trouver tous ces précieux conseils sur les mêmes sites qui vous permettent d'identifier les peines comme moi. Et c'est tant mieux. Hein. Moi je ne suis allé qu'une seule fois sur ces sites pour écrire le spectacle. Et j'avoue que ça a suffi à nous plonger, ma compagne et moi, dans une peur sidérale. Et j'imagine que ça fait la même chose aux personnes qui n'ont pas de peine en eux. Et oui, parce qu'il y a encore des gens qui pensent ne pas avoir de peine en eux. Ah si, je vous assure, j'en faisais partie avant. Vous n'avez pas vu mon spectacle Je suis un homme sain ? Avant, j'étais persuadé qu'il y avait les handicapés, les fragiles, les faibles, les limités, et moi. Et les autres comme moi, sains de corps et d'esprit. Et aujourd'hui, je prends la mesure à quel point je suis handicapé, fragile, limité. Et je n'ai peut-être pas encore fini de découvrir. Et si je fais ce podcast, c'est aussi pour que vous gardiez en tête, et surtout dans votre cœur, que les gens comme moi sommes aussi handicapés, fragiles et limités. Et que nous n'avons pas besoin d'être pris en charge. Pas par vous, en tout cas. Comment ça? Bien sûr, je vais être pris en charge. Qu'on me caresse, qu'on me cajole, qu'on me donne à manger, qu'on me soigne. Je veux une maman, une infirmière, moi. Hein. Et si à tout hasard, il y en aurait dans les auditrices, je veux surtout pas que tu les décourages. Oui, d'accord. J'ai une part de moi qui veut être pris en charge. Mais pas mon je suis. Pas mon être profond. Et c'est ça que j'ai besoin que vous voyez en moi. Vous voulez choisir de me mettre à distance ? Mais bien sûr, faites-le. Mais faites-le avec conscience. Avec conscience de vos limites et de votre très faible capacité à aimer. Et de la conscience pour mes limites et ma très faible capacité à aimer. Ainsi peut-être vous ne passerez pas votre vie à rencontrer encore et toujours les mêmes peines, les mêmes pervers narcissiques j'entends. Et ainsi vous cloîtrez dans votre royaume de victimes pour y mourir, tout en m'ayant cloîtré dans mon royaume de bourreau pour y mourir également. Ne pourrions-nous pas, ensemble, cesser de nourrir cet immense nuage au-dessus de nos têtes, qui ne cesse de grossir avec les podcasts, les vidéos YouTube, les émissions de radio, de télé, qui prêtent des intentions malveillantes à des gens qui luttent désespérément dans leur inconscience à conserver un peu de goût de vivre. Parce que toutes ces productions médiatiques et sociales alimentent une atmosphère et des égrégores de peur, de confusion, de haine et d'incompréhension. Et surtout de calomnie et de désunion. Vous savez quelle est l'étymologie de désunir et de calomnier ? Diabolos. Je nous invite toutes et tous à cesser de dépenser toute notre énergie à vouloir paraître de bonnes personnes et se laisser être tels que nous sommes, avec la confiance que c'est le seul chemin pour vivre peut-être un jour le véritable amour. Parce que le vivre ensemble se vivra dans l'amour ou ne sera pas. Et que vivre ensemble avec moi, avec vous, avec elle, avec eux, c'est mon souhait le plus fort. Et c'est pour ça qu'en mon nom, je demande pardon aux femmes que j'ai blessées dans leur corps, dans leur psyché, avec mes comportements, mes mensonges, ma lâcheté, ma violence, ma puérilité. Et au nom de mes frères et de mes pères, je vous demande pardon pour toutes les agressions physiques et psychiques que vous endurez et avez endurées, et surtout sur les petites filles que vous étiez. Pour tous ces dégâts, pardon.
celle qui parle fort, qui ne garde rien à l'intérieur. Ça dégouline de tous tes pores, la joie, la colère et les peurs. Déclenche tous les orages quand les nuages sont chargés. Tu tournes vite la page après les avoir traversés. Tu déranges celles et ceux qui sont empressés d'enfermer les émotions qui font désordre, pensées, sentiments mal aimés. Mais le doigt où ça fait mal avec agressivité. Ils te disent que tu es trop, mais ne serait-il pas assez? Babylone te diagnostique, te donne de méchants sobriquets, te gave d'anti-anxiolytiques, touche pas à sa tranquillité. Tu es handicapé, fragile, vulnérable, la pauvre fille qui pète un câble. Mais tu ne changeras pas le monde, non, tu ne changeras pas les autres. Tu n'as qu'un seul pouvoir et c'est faire confiance. Tu es un cadeau pour celles et ceux qui t'entourent. Fais confiance, même s'ils ne parviennent pas encore à en discerner les contours. Fais confiance, rien ne sert de maudire l'obscurité. Fais confiance, fais de la place à la lumière en toi qui ne demande qu'à briller. Moi je suis de ceux qui parlent bien avec une voix maîtrisée. Je ne crache jamais mon venin et sais me taire pour observer. Impassible dans la tempête avec un soleil sur la face. Quand la comédie s'arrête, tu vois mon sourire qui s'efface. Je dérange le moins possible, c'est ma plus grande qualité. Plus je suis stable et insensible, plus j'ai de chances d'être aimé. Je ne dis pas quand j'ai mal, je choisis la passivité. Je te dis que tu es trop, oui je ne suis pas encore assez. Babylone me glorifie, je suis parfaitement adapté. Même si être seul me terrifie, je préfère ma tranquillité. Je suis secrètement, mentalement malade, un psychopathe qui se pavane. J'ai si peur d'être en vérité, peur de ne plus jamais être aimé. Pourtant j'ai qu'un seul pouvoir, je sais faire confiance. Je suis un cadeau pour celles et ceux qui m'entourent. Je fais confiance, même s'ils ne parviennent pas encore à en discerner les contours. Je fais confiance, rien ne sert de maudire l'obscurité. Je fais confiance, je fais de la place à la lumière en moi qui ne demande qu'à briller. Ta fragilité, je te montrerai ma droiture. Fais-moi goûter l'intensité, savoure à la mesure. Dévoile-moi l'obscurité, je rayonnerai la lumière. Apprends-moi la vérité, je t'apprendrai à te taire. Ne soyons pas au-dessous ni au-dessus de personne. Chacune à chaque instant, s'ils sont phrasés qui entonnent la mélodie de la dernière chance. La différence fait le mouvement et le mouvement fait la danse. Alors fais confiance, fais confiance. Faire confiance, tu es un cadeau pour celles et ceux qui t'entourent. Fais confiance, même s'ils ne parviennent pas encore à en discerner les contours. Fais confiance, rien ne sert de maudire l'obscurité. Fais confiance, fais de la place à la lumière en toi qui ne demande qu'à briller. Oh lâche les efforts, la volonté, lâche les bulles, l'ambition, l'arrivée, lâche. Fais confiance, oh lâche les efforts, la volonté, lâche les bulles, l'ambition, l'arrivée, lâche. Fais confiance, oh. Merci à Génie, ma compagne,
ma muse, ma guérisseuse de la foudre, de m'avoir accompagné jusqu'à cette expérience transformatrice et de ne m'avoir jamais, au grand jamais, épargné. Merci à mes parents pour la transmission des poisons autant que des trésors. C'est grâce à eux que je suis plein de toute cette peine et aussi grâce à eux que je suis en capacité de le partager. Merci à Tristan pour son professionnalisme et son amitié, pour l'enregistrement et le mixage de ce podcast, et pour le si bon travail qu'il a exécuté pour les chansons de l'album Je suis une merveille. Et merci à toi qui as pris le temps de m'écouter. Voilà, et maintenant je vous invite à un dialogue inédit avec un homme authentique qui porte la perversion et le narcissisme en lui. C'est une opportunité sans précédent qui vous est proposée pour témoigner à votre tour de votre vécu en lien avec ce sujet. Posez vos questions, partagez vos désaccords, comprendre un peu mieux quelle est l'intention de ce podcast et aussi possiblement lui partager toute l'affection et la tendresse que vous éprouvez pour l'homme et ce malgré ce terrible handicap qui est le sien. Et pour ce faire, vous pouvez laisser un commentaire, envoyer un mail à l'artiste et surtout, je vous invite à venir voir son spectacle, à le programmer chez vous, dans votre association, votre collectif, votre lieu de vie, ou même à soutenir l'artiste en l'aidant dans la diffusion du spectacle, puisqu'il s'en occupe tout seul, en lui proposant des idées de lieux qui seraient susceptibles d'être intéressés par un tel spectacle. Si toutefois, il vous semble plus sécurisant de vous en tenir à la stratégie recommandée dans de telles situations, vous êtes autorisé à prendre de la distance et du recul, et même à n'entretenir aucun lien avec l'artiste. Tout en n'oubliant pas que derrière l'artiste, il y a un homme, fragile et digne, qui a travaillé et qui mérite, comme tout à chacun, chacune, le respect. Alors vous êtes libre de ne pas aimer, de détester même, libre de le partager, et s'il vous plaît, avec intelligence et bienveillance. Merci. La parole est à vous.